Des recommandations pour booster la maîtrise locale pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre de la décentralisation. La 4e session de la CONAD s'est achevée aujourd'hui. Ces recommandations se résument en l'accompagnement technique et financier des collectivités territoriales pour une bonne gouvernance à la base. C'est un véritable plaidoyer pour le civisme et la C'est le principal appel de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Les conférences y relatives ont débuté. Puis contre le diabète, la journée mondiale de lutte prescrit la prévention, prévenir pour arriver à bout du mal et ses dérivés. Une opération de dépistage a accompagné les festivités. En sport, les étalons ont bouclé la série des entraînements avant le choc contre les Fennecs. Des séances qui rendent encore plus confiants les nôtres quant à une issue victorieuse le 19 novembre prochain. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Une dizaine de recommandations afin de booster la maîtrise locale pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre de la décentralisation. Voilà pour les conclusions de la 4e session de la CONAD qui s'est achevée aujourd'hui. Ces recommandations se résument en l'accompagnement technique et financier des collectivités territoriales pour une bonne gouvernance à la base. Plus de précisions sur ce sujet dans ce reportage de Oswald Gaëtan Segueda. Une journée de travail, 9 recommandations, c'est l'aboutissement de la 4e conférence nationale de la décentralisation, CONAD. Les acteurs de cette décentralisation ont souhaité l'opérationnalisation des agences régionales de développement, structures techniques dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets. Les maires doivent également être impliqués dans l'exécution des investissements locaux opérés par l'État central. La relecture des textes sur la tutelle, notamment les rôles du gouverneur, du maire, du haut-commissaire et du préfet, a retenu l'attention des acteurs qui ont aussi souhaité l'insertion au niveau du budget de l'État d'une ligne destinée à l'appui à la décentralisation dans tous les ministères. Le gouvernement ne minimisera aucun détail pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation adoptée en juillet 2012. Je sollicite d'ores et déjà l'engagement de tous pour traduire en actes concrets toutes les recommandations qui sont issues de cette 4e session. De l'engagement, il en faut et surtout au niveau des collectivités locales. L'État a le devoir d'accompagner les collectivités territoriales, mais il faut rappeler aussi que la responsabilité de l'élu local ou des élus locaux est engagée quand il s'agit du développement local. Je retiens, pour ce qui concerne strictement cette 4e session, un engagement fort des acteurs de la décentralisation pour faire en sorte que la décentralisation progresse, s'accomplisse à la satisfaction des communautés. Le vœu des acteurs de la décentralisation est que l'ensemble des recommandations de cette 4e session soient mises en œuvre, comme l'ont été celles de la 3e conférence. Des questions, mais surtout des réponses à l'Assemblée nationale. Tradition respectée donc comme tous les vendredis. La séance des questions orales s'est tenue hier. Cette interpellation, avec ou sans débat au total, ont été adressées aux membres du gouvernement. Elles portent notamment sur l'opération dite boutique témoin, le traitement salarial des jeunes employés dans le privé, la construction des maisons de jeunes, l'exclusion sociale, la politique de financement du sport. Le résumé de la séance est signé de Anatole Nakoulma et Sougrinoma Ibrahim Gigma. Pour son département et pour ceux de ses collègues ministres absents, le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale est passé par 3 fois au parloir de l'hémicycle pour répondre aux questions des députés adressées au gouvernement. Comment amener donc le secteur privé à contribuer effectivement à résoudre le problème du chômage des jeunes tout en respectant les lois sociales en vigueur dans notre pays? Alain Zoubga a déballé une batterie de mesures prises par le gouvernement pour résoudre ce problème de l'employabilité des jeunes. Partant de l'exemple du drame de Logobou, le ministre n'a pas éludé la question sur les accusations de sorcellerie et l'exclusion sociale. L'enjeu pour mon département, c'est de renforcer les actions de protection des personnes accusées de sorcellerie par la mise en œuvre diligente du plan d'action dont l'objectif est de créer un environnement social favorable à l'élimination
de l'exclusion sociale des personnes accusées au Burkina Faso. En l'absence de son collègue chargé des sports, c'est le ministre en charge des mines qui a exposé à l'hémicycle la politique de dynamisation et de financement du sport en réaction à la question du député Christian Bouda. Si la situation l'exige, le gouvernement va s'assumer, a répondu en substance le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire à la question du député Christophe Ouédraogo sur l'opération Boutique Témoin et son extension éventuelle à toutes les communes de Burkina Faso. En ce qui concerne les routes bitumées, est-ce un problème d'entretien de ces routes? Ou bien plutôt, ce que nous constatons, est-ce que c'est un problème de qualité de construction de nos ouvrages? À cette question orale, avec débat, le ministre en charge des Transports a cité la nature de la liaison, le taux de rentabilité économique comme entre autres critères de programmation des infrastructures routières. La ministre de la Promotion de la Femme, quant à elle, a décliné avec force détail les actions entreprises par son département pour éviter les mariages précoces du fait des jeunes eux-mêmes et pour la promotion de la santé de la reproduction. Sur l'ensemble des 7 questions orales posées avec ou sans débat à cette plénière, 5 auteurs se sont dit satisfaits des éléments de réponse donnés par le gouvernement. Quant aux 2 autres, Christophe Ouédraogo a dit prendre acte de la réaction de l'exécutif et Kassoum Traoré, lui, a avoué être resté quelque peu sur sa faim. Restons dans les locaux du Parlement qui se donnent à découvrir des étudiants en fin de cycle dans la filière macroéconomie et gestion du développement de l'Université Ouaga 2 sont allés en apprendre un peu plus sur la vie de l'institution, le vote du budget, le processus d'adoption des lois et le fonctionnement des commissions générales. Voilà pour les points où le Parlement a levé un coin de voile. Le compte-rendu de la visite est signé de Oumarou Mongmenga. Des étudiants en macroéconomie et gestion du développement à la découverte de l'Assemblée nationale, l'intérêt est manifeste pour la centaine de diplômés. À l'image de cet étudiant assis confortablement à l'hémicycle, ses camarades ont pris place dans ce sanctuaire de la démocratie. Sous le regard de leur enseignant en technique de planification, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée leur sont expliqués. Pour la présentation de l'hémicycle, il faut dire d'abord que nous avons ici le père choix. Nous faisons un cours de technique de planification et gestion du développement. Il se trouve que dans le cours qui est pratiqué, l'occasion pour le faire, c'est la simulation de l'élaboration et l'adoption d'un plan. Et donc c'est le volet adoption qui les amène à comprendre comment fonctionne donc l'Assemblée. Des questions sur le vote du budget et le circuit de l'adoption des textes de loi ont été posées par les étudiants. Vous avez rénové l'Assemblée et vous voulez apporter de nouvelles idées. Leurs échanges avec le président Sungalo Apollinaire Ouattara ont porté sur les innovations de la 5e législature et l'ouverture de l'institution au public. On a effectivement échangé avec le président, il nous a prodigué des conseils et on a eu l'occasion de poser bien sûr des questions auxquelles il a bien voulu répondre et on est satisfait. L'issue de cette visite, on est satisfait des réponses qui ont été données par le chargé de mission du président et surtout par le mot du président qui est venu vraiment nous encourager en tant que jeunes et les leaders de demain. Un leadership des jeunes diplômés qui se construira certainement dans un esprit citoyen, mettant en symbiose les sciences économiques, la gestion du développement, le civisme et la démocratie. C'est un véritable plaidoyer pour le civisme et la cohésion sociale qui se mène en ce moment dans la région du Sahel. C'est elle qui abrite cette année les festivités commémoratives de l'indépendance du Burkina Faso. Les conférences sur le thème de la célébration ont été lancées dans toutes les provinces de la région. On regarde le cas particulier de la province du Yaga. La rencontre a regroupé les principales couches sociales de la localité. Le point de Jacques Lamissa Tarpaga. Conférence publique en plein air à Seba, dans la province de Yaga. Ici, il est question de civisme et de cohésion sociale comme fondamentaux d'un développement durable. Et c'est le professeur Albert Ouédraogo qui s'est entretenu avec la population.
La question de la cohésion sociale se pose quand on ne sent pas une répartition équitable des fruits de la croissance. Chaque Burkinabé a droit à un rayon de soleil, chaque Burkinabé a droit à une bouffée d'oxygène. Et c'est le prix à payer pour un développement social durable. Les échanges qui s'en sont suivis ont porté essentiellement sur la responsabilité de chaque composante de la société dans les travers que sont l'incivisme et le manque de cohésion. Pour le conférencier, il est indispensable de respecter tout simplement les règles qui régissent la vie en commun. Les jeunes fortement interpellés ont répondu présents. Nous devons nous entendre en tant que frères du Burkina Faso, nous devons coaliser entre nous. Voilà, et surtout de s'entendre pour que la paix règne dans notre pays. Notre responsabilité, tout d'abord, c'est d'aimer le pays, voilà, et surtout de respecter tout ce qui est mis en pratique, voilà, et surtout d'être un bon citoyen. Je dois respecter les droits et mes devoirs pour le bon développement de ma nation. L'introduction de l'instruction civique au secondaire, la participation des parents à la pleine éducation de leurs enfants et la bonne gouvernance sont entre autres les solutions proposées pour lutter contre l'incivisme. Quand nous avons vu nos propres enfants s'attaquer aux biens publics, les détruire, quand nous avons vu les enfants refuser d'aller à l'école, quand nous avons par la suite vu les résultats de fin d'année où le taux d'échec était trop flagrant, alors nous comprenons qu'il faut vraiment beaucoup de civisme. L'avenir sera difficile et l'avenir appartient à ceux qui vont se préparer aujourd'hui et la formation est incontournable. Les conférences se poursuivent dans les autres provinces de la région du Sahel, notamment le Soumé Loudalan sur le thème de la célébration du 11 décembre, civisme et cohésion sociale fondamentaux d'un développement durable. Les forces armées nationales, elles, ont soufflé leur 53e bougie. C'était le 1er novembre dernier, jour de la célébration au niveau national. Festivité en différé donc pour la région du Nord à Waiguia. C'est ce 14 novembre qui a été retenu. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte de la brigade des sapeurs-pompiers. Sous l'œil du gouverneur de la région, 52 membres des forces armées ont reçu les témoignages de la nation reconnaissante. On revoit le film de la cérémonie avec Adama Ouedraogo. Ces gendarmes, militaires et sapeurs-pompiers, 52 au total, viennent de voir leurs efforts couronnés par ces distinctions honorifiques. Ces médailles décernées sont de 3 ordres. Une médaille d'honneur militaire, 22 médailles militaires et 29 médailles commémoratives avec agrafe Soudan. Les instructions de la hiérarchie étaient qu'on puisse leur remettre leurs médailles après le 1er novembre en différé, mais de façon assez pressante. Nous avons réussi à le faire, donc nous pouvons considérer que c'est une réussite. Et la cérémonie, comme vous l'avez vu aussi, ça a été un succès. Donc nous sommes contents. Ces médailles réconfortent les récipiendaires et sont une invite à redoubler d'ardeur au travail. Elles sont aussi une reconnaissance pour ces hommes qui ont participé à une mission de maintien de la paix. Un véritable sentiment de joie, surtout de fierté d'avoir arboré cette médaille aujourd'hui. C'est la hiérarchie qui l'a voulu. Et je ne peux que exprimer ma reconnaissance et c'est encore une invite pour redoubler d'efforts dans tout ce que je fais pour cette armée. C'est un sentiment de satisfaction que nous pouvons exprimer ici et avec toute la gratitude et la reconnaissance qu'on doit ça à nos chefs. C'était pas facile. On a été effectivement encadré par nos chefs, en tout cas tant bien dans les moments difficiles que dans les moments en tout cas de joie. Bon, vraiment, on est très satisfait pour la reconnaissance que la nation nous doit ce matin. Cette cérémonie de décoration s'est déroulée en présence d'invités, de parents, amis et frères d'armes des récipiendaires. La fin de l'année qui s'annonce appelle au bilan et les départements ministériels font les comptes. À cette étape, il reste exactement 7 ans au département de l'économie et des finances pour dérouler sa politique sectorielle 2011-2020. À cette halte de concertation, il est question de faire le point des actions menées et au besoin réorienter le tir. Yolande Lompo. La consolidation et l'approfondissement de la politique sectorielle du ministère de l'économie et des finances au sein des échanges entre ces différents acteurs du développement.
Ce plan d'action a été adopté il y a de cela 2 ans et s'étend de 2011 à 2020. Il s'agira à cette rencontre de faire le point des acquis qui ont été engrangés courant 2013, mais surtout de prendre des engagements pour faire du secteur de l'économie et des finances un secteur plus dynamique, plus efficace et plus compétitif. Et pour 2014, il s'agira pour nous de poursuivre les activités qui ont été menées en 2013 et de surtout prendre en compte l'ensemble des recommandations qui seront formulées à la suite de cette revue afin d'améliorer nos performances. Matière extrêmement dynamique, appelée sans cesse à s'adapter aux évolutions et aux réalités économiques, les marchés publics seront également à l'ordre du jour. La revue à mi-parcours que nous avons maintenant est un moment important, mais il y a beaucoup de discussions avant qui se passent et après, on est dans un dialogue permanent avec le ministère des Finances sur la question des marchés publics, les investissements, la transparence. Et je dois dire que faire le point de temps en temps, c'est important. Nous sommes en train de faire des progrès, on pense, pour des meilleurs investissements et rassurer tous les partenaires techniques et financiers ici au Burkina Faso. Des efforts ont été faits en matière de recouvrement, de programmation budgétaire et de gestion des dépenses. Et à cette deuxième session du comité de pilotage, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, secteur privé, organisations de la société civile et administration publique devront s'engager à finaliser le plan d'action prioritaire 2014-2016 d'ici la prochaine revue en 2014. Question de sécurité à présent, l'on examine la conformité du Burkina vis-à-vis de ses engagements en matière de non-prolifération des armes de destruction massive. Cela entre dans le cadre de la résolution 1540 qui lie notre pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. En visite du 10 au 15 novembre dernier, des experts du comité onusien ont séjourné au Burkina dans le cadre de leur mission de contrôle. Et dans ce reportage, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec le comité 1540 du comité du Conseil de sécurité des Nations Unies, Oswald Gaëtan Segueda. Le comité 1540 est un organe complémentaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Son nom dérive de la résolution 1540, adoptée à l'unanimité le 28 avril 2004 et qui interdit la prolifération des armes de destruction massive. Par cette résolution, les États doivent s'abstenir d'apporter un appui quelconque à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Le comité 1540 est donc chargé de suivre la mise en œuvre de cette résolution et de la faciliter à travers une équipe d'experts. Les experts, ces 9 personnes qui ont été désignées par le secrétaire général, ont des compétences techniques variées et leur mission au quotidien, c'est d'appuyer le comité dans ses efforts visant à faciliter la mise en œuvre de la résolution par les États. Le comité n'a cependant pas un moyen de pression. Il suit, accompagne et rend compte au Conseil de sécurité qui décide. On ne met pas vraiment de pression, c'est un dialogue pour comprendre, parce qu'après les pays, ils sont souverains, c'est à eux de décider. À ce jour, plusieurs pays possèdent et maîtrisent la technologie nucléaire. Le souci principal est d'éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Et c'est cela, tout le travail du comité 1540. Voilà donc pour le portrait du comité 1540 de l'ONU. Les experts du comité ont terminé leur visite de travail au Burkina hier. L'une des étapes du programme des visites, c'est Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Dans la ville de Sia, 3 structures sont passées sous la loupe des experts du comité, et cela à cause de l'utilisation de technologies et d'équipements nucléaires. Le point de l'examen de contrôle est signé de Sanoua Christine Koulibaly. Ce irradiateur est utilisé pour produire des mouches stériles utiles dans la lutte contre certaines pathologies animales ou humaines. Mais du fait qu'elles contiennent de la radioactivité, cette machine pourrait constituer un danger aussi bien pour l'homme que pour l'environnement. Tout comme ces installations du CIRDES, le Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide, celle de la PATEC, la campagne panafricaine d'éradication de la mouche CC et de la trypanosomiase et l'Institut de recherche en sciences de la santé ont reçu la visite des membres et les experts du comité de la résolution 1540. Une résolution adoptée en 2004 par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour prévenir toute menace contre la paix et la sécurité internationale causée par la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Donc nous sommes là pour voir les mesures qu'a entrepris le gouvernement
Burkina Faso et puis pour mettre justement la résolution 1540 en place. Et aussi pour voir les lacunes qu'il y a. Des lacunes certes, mais aussi des efforts pour sécuriser l'atome. Toutes les précautions ont été prises de telle sorte que cet appareil soit sécurisé. Tout le monde ne peut pas entrer dans le bâtiment, même moi qui suis directeur général, je sens la présence des techniciens qui ont été identifiés à être les seuls à avoir les clés, de sorte que lorsque quelqu'un essaie de vouloir entrer sans autorisation, automatiquement sur le site, l'alarme se déclenche, mais à leur niveau, même s'ils ne sont pas sur le site, à leur niveau, déjà sur leur portable, ils sont informés. Nous avons un comité, une équipe qui s'occupe de la biosécurité et de la biosécurité. Et le labo requiert des visites régulières des institutions comme l'OMS, du CDC Atlanta, qui attestent vraiment que nous avons un confinement assez important qui permet donc de travailler avec ces matériels. Des dispositions qui ne font que réjouir les membres et les experts du comité. Ce que j'ai pu observer ici, c'est également, de manière vraiment concrète, la manifestation des applications pacifiques de l'atome. Donc des applications du nucléaire à des fins de développement et à des fins qui servent les objectifs de la communauté. Les conclusions officielles de la mise en œuvre de la résolution 1540 seront dressées par le Burkina Faso. Et en cas de besoin d'assistance, le comité sera chargé de faciliter cette requête auprès des institutions et États indiqués. Journée internationale de prévention des catastrophes naturelles. Les appels sont à la vigilance, gérer et prévenir les risques pour en limiter les dégâts. Le Burkina a célébré en différé la journée des catastrophes naturelles. La célébration au plan national a fait une bonne place aux personnes vivant avec un handicap physique. Estelle Judic Assoukba. Nul n'est à l'abri des catastrophes naturelles. Lorsqu'elles surviennent, elles causent d'énormes dégâts matériels et souvent des pertes en vies humaines. En pareille situation, ce sont les personnes vivant avec le handicap qui payent le plus lourd tribut. Elles ont été mises au premier rang cette année à l'occasion de la Journée internationale de prévention des catastrophes à travers le thème « Participation des personnes handicapées dans la prévention et la gestion des risques de catastrophes ». Ce que nous voulons qu'ils prennent en compte, c'est-à-dire nous impliquer d'abord, c'est ça, et aussi d'intervenir à nos côtés pour nous soutenir afin que nous puissions avoir accès surtout les infrastructures qui seront mises en place, c'est-à-dire qu'au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et tout ce qui contribue pour notre épanouissement. Selon le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, pour garantir l'égalité et les droits de l'homme pour tous, il est essentiel d'intégrer le handicap dans les interventions et la préparation aux solutions d'urgence. Il faut que dans les plans, dans les politiques, les gouvernants, les décideurs intègrent la dimension handicap dans la planification et dans les priorités à définir. Et deuxièmement, en intégrant cette priorité, il faut faire en sorte qu'il y ait des ressources pour pouvoir mener les activités en faveur des personnes handicapées. C'est aussi l'ensemble de la communauté qui doit prendre en charge socialement, sur le plan psychosocial, prendre en charge les handicapés et une tâche commune de l'ensemble de la communauté nationale. À l'occasion, le secrétaire général des Nations Unies a livré un message, lu ici par le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burkina Faso. Un message qui interpelle tous les acteurs intervenant dans ce domaine à prendre la résolution de faire en sorte que les personnes handicapées puissent jouir de la plus grande sécurité et des plus grandes chances de contribuer au bien-être général de la société. Un message qui semble être bien reçu car durant tout le reste du mois de novembre, une campagne de sensibilisation se déroulera sur l'ensemble du territoire national. La nationale des jeux de hasard renforce les capacités des cadres dirigeants en management de qualité. L'atelier qui a débuté le 12 novembre dernier à Pabré a pris fin le 15 novembre 2013. Il est placé sous le thème Management de la qualité selon les normes ISO 9100 version 2008. L'objectif est de permettre au top management de se familiariser et de s'impliquer davantage dans la démarche qualité. Nathalie Savadogo-Nabalou. Le top management de la LONABE veut s'approprier des techniques actuelles du management de la qualité.
Réunis à Pabré depuis le 12 novembre dernier, ces responsables de la LONABE ont pu se familiariser avec ce système afin de s'impliquer davantage dans la démarche qualité. Cet atelier fait suite au séminaire organisé à Bobo dans le cadre de l'implémentation de la qualité au niveau du système de management de la qualité à la LONABE. Il a pour thème management de la qualité et pilotage du système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 version 2008. La démarche qualité de la LONABE est difficile à décrire en quelques mots, mais si vous voulez, l'objectif recherché, c'est justement améliorer notre façon de travailler dans termes assez triviaux. Donc, améliorer notre façon de travailler, améliorer nos résultats, améliorer nos procédures et pérenniser notre organisation. Cette formation a pu se réaliser avec l'appui de l'association burkinabé pour le management de la qualité ABEMAC. Et pour y arriver, la LONABE a fait appel à l'expertise du consultant Berzan Koulibaly. Nous avons dispensé 4 modules. D'abord, le premier module concernait des éléments introductifs sur le management de la qualité, et avec comme élément principal les 8 principes du management de la qualité, qui du reste sont devenus aujourd'hui les 8 principes du management moderne. Donc le deuxième module, c'était le management des processus. Le troisième, c'était la gestion documentaire. Et enfin, nous avons terminé tout à l'heure par la mise en place d'un système de management de la qualité. Durant 4 jours, les participants ont pu échanger sur le thème qui, selon eux, leur a permis d'être mieux outillés pour mener à bien les missions qui leur seront confiées. Je pense que c'est un séminaire qui a été vraiment formateur. Au-delà même de la mise en place du système de management de la qualité, ça va nous permettre dans nos fonctions respectives d'être plus regardants et plus transparents dans tout ce que nous faisons. C'est une formation qui se déroule très bien et que nous suivons tous avec beaucoup d'intérêt parce que nous sommes résolument engagés sur cette voie, sur la voie de la certification. Après cette étape, il est prévu la formation de tout le personnel de la LONABE. La journée du diabète prescrit la prévention pour mieux combattre le mal. Commémorée dans le monde entier le 14 novembre de chaque année, la célébration à l'échelle du Burkina s'est voulue pratique. Des populations de l'arrondissement 7 de Ouagadougou ont été conviées à une opération de dépistage. C'est une initiative de l'association des ambassadeurs des couches défavorisées du Burkina, Issa Cyril Yelemou et Évariste Kombari. Hôtel de ville de l'arrondissement numéro 7 de Ouagadougou. C'est ici qu'a été donné le lancement de l'opération dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. En cette journée mondiale du diabète, cette opération de dépistage est une initiative de l'association des ambassadeurs des couches défavorisées du Burkina. En juillet, nous avons lancé notre activité de dépistage et nous avions estimé à 4% ceux qui avaient déjà une glycémie anormalement élevée. Ça nous inquiète parce que les malades arrivent vraiment dans des états vraiment graves. Et la prise en charge pose problème parce que c'est généralement à la phase de complications. Tout comme cette dame, nombreuses sont les personnes qui ont bénéficié de cette opération de dépistage. Tebo, qui veut dire en langue moréfois, est le slogan de cette association. C'est donc cette foi qui est au cœur des missions de l'association des ambassadeurs des couches défavorisées du Burkina. La santé, c'est la base de tout. Sans la santé, en tout cas, on ne peut rien faire. En tant que jeune arrondissement, et c'est notre devoir aussi de veiller en tout cas à la santé de la population pour qu'ensemble nous puissions mener à bien ce que nous avons tracé comme programme. Le diabète est une maladie dont on ne guérit pas, mais avec laquelle on peut vivre. Pour éviter les conséquences dramatiques de cette maladie, il est recommandé, en plus du suivi du traitement, d'avoir une alimentation équilibrée et entretenir une activité physique régulière.
Page santé toujours, une nouvelle filière vient de voir le jour à l'École nationale de santé publique. Il s'agit de celle des cadres préparateurs en pharmacie option logistique de santé. Le lancement de cette filière qui a eu lieu ce vendredi va permettre le développement des ressources humaines en santé et contribuer à offrir aux populations des soins de qualité par un renforcement de la chaîne logistique. Le reportage est signé de Kadi Sanogo. La filière des cadres préparateurs en pharmacie option logistique de santé qui a été lancée ce vendredi par l'École nationale de santé publique est une première dans la sous-région. Cette première promotion, qui a débuté les cours le 1er octobre 2013, compte 11 élus. Un projet de renforcement des capacités des ressources humaines qui vise à améliorer la gestion et l'approvisionnement des produits et équipements de santé utilisés dans les programmes de lutte contre le paludisme et le sida. C'était tout à fait important que nous puissions mettre en place cette nouvelle formation pour que nous ayons des professionnels qui puissent appuyer notre système aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé. Et c'est pour cela que donc, l'appui que la France nous accorde à travers l'Institut Bioforce qui va nous aider à former ces personnels, mais aussi à transmettre les compétences pour que dans les années à venir, la formation puisse être réalisée en majorité par les Burkinabés. Ce projet est mené dans le cadre d'une parfaite collaboration entre la France et le ministère de la Santé à travers l'Institut Bioforce. Nous considérons que le système de santé qui est fondamental dans un pays, on parle là de gens qui agissent pour sauver des vies, et il faut qu'effectivement ils soient en position de le faire tout le temps, en disposant donc des médicaments, des matériels au bon moment, et c'est souvent une question d'urgence. Donc la décision et l'aide que nous apportons dans ce domaine-là me paraît très important. Nous sommes impliqués dans le pilotage du projet. Nous appuyons les actions qui sont faites au niveau du district pour évaluer les interactions entre les différents professionnels de l'équipe cadre. Et puis nous fournissons une expertise pédagogique, je dirais même un transfert de compétences dans ce domaine à l'École nationale de santé publique qui est un pôle d'excellence au niveau sous-régional. À la fin de cette formation qui va durer 2 ans, ces pionniers seront des cadres préparateurs d'État en pharmacie spécialisés en logistique de santé avec un master professionnel en poche. Et nous restons sur cette lancée. Le ministère de la Santé, à travers son programme d'appui au développement sanitaire, renforce la mobilité des équipes sur le terrain. 40 véhicules ont été remis aux responsables des districts sanitaires des 13 régions du Burkina. C'est le ministre de la Santé, Léné Sebgo, qui a présidé à la cérémonie de remise des clés. Jonas Wemba et Claudine Bikaba. Véhicules flambants neufs sont désormais au service des districts sanitaires du Burkina. Les responsables des centres de santé bénéficiaires ont reçu du ministère de la Santé les clés de leurs joyaux. Un geste qui vient renforcer la mobilité des équipes sur le terrain. Après réception de ces véhicules, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance, en tout cas au ministère de la Santé, aux partenaires, qui a bien voulu nous doter de véhicules pour assurer en tout cas les supervisions. 40 véhicules au total acquis dans le cadre du programme d'appui au développement sanitaire du ministère de la Santé. En remettant les clés des véhicules au premier responsable des districts sanitaires, le ministre de la Santé a insisté sur l'entretien de ces outils de travail. 6 véhicules vont appuyer la direction générale au niveau central ici et 34 véhicules iront vers les districts au niveau de l'ensemble des régions de notre pays pour renforcer leur capacité en termes de supervision, en termes d'encadrement des personnels de santé au niveau régional, mais en termes aussi de suivi d'autres activités comme les activités de vaccination, comme les enquêtes qu'on mène et tout. Cette action au bénéfice des 13 régions a coûté au programme d'appui au développement sanitaire la somme d'environ 1 milliard de francs CFA. Regardons à présent du côté du secteur de la culture. Les directeurs régionaux des 13 régions du Burkina étaient à Kombisiri ce 14 novembre. Ils se sont réunis dans le centre-sud pour une remise à niveau sur initiative du ministère de la Culture et du Tourisme. Ils avaient 48 heures pour s'imprégner des politiques nationales, du transfert de compétences et de ressources de l'État pour ses démembrements. Le reportage est signé de Claudine Bikaba.
Le ministère de la Culture et du Tourisme a initié une formation au profit de ses directeurs régionaux. Une formation qui s'articule autour de plusieurs modules en vue du renforcement de leurs capacités. Nous les avons regroupés ici à Kombisri pour échanger avec eux sur un certain nombre de modules. En autres modules, il y a par exemple les deux politiques du ministère, à savoir la politique nationale de la culture et la politique nationale du tourisme. Donc nous avons voulu que tous nos directeurs régionaux, qui sont des relais, soient au même niveau d'information. Donc on va échanger avec eux sur le contenu de ces deux politiques. En plus de ce module, un autre non moins important, portant sur le transfert des compétences et des ressources de l'État vers les collectivités territoriales, leur a été dispensé pour accompagner la décentralisation, ainsi qu'un troisième module portant sur l'exécution des budgets. Vous savez que notre ministère, le ministère de la Culture, à savoir la compétence culture, est transférée au niveau des communes. Donc les maires et puis nos directeurs régionaux seront maintenant des co-gestionnaires de cette compétence-là. Donc nous avons voulu aussi partager avec eux sur les domaines qui sont transférés, les compétences et puis les ressources transférées et les donner le contenu. Un troisième module que nous sommes en train d'échanger avec eux porte sur l'exécution du budget et la nomenclature des pièces justificatives. Parce que nous constatons qu'avec ce transfert de ressources, alors les directeurs régionaux sont appelés à gérer un certain nombre de crédits. Maintenant, la justification pose des fois problème du fait de la non-maîtrise même des pièces, de la qualité des pièces qu'il faut justifier. Pendant 2 jours, ces directeurs régionaux du ministère de la Culture et du Tourisme seront mieux outillés pour accomplir leurs fonctions auprès de leurs structures au profit des populations locales. L'Église biblique de la vie profonde tient la 2e édition de la conférence nationale des femmes. L'ouverture a eu lieu au siège de l'Église SI au quartier Wayalguin de Ouagadougou. Le thème, la connexion divine pour la liberté totale et faire de la femme une référence, va nourrir les réflexions du 14 au 17 novembre prochain. Issa Cyril, Yelemou et Évariste Kombari. Les fidèles chrétiennes de l'Église de la vie profonde se retrouvent pour communier et partager autour de leur foi. Connexion divine pour la libération totale et faire de la femme une référence. C'est ce thème qui est au cœur de cette 2e édition de la Conférence nationale des femmes à Ouagadougou. Nous croyons que le Seigneur va faire beaucoup de choses pour nous. Les attentes d'ordre spirituel. Toute femme a besoin de Dieu. Et à travers la connexion divine, effectivement, elle connaîtra un tournant décisif dans sa vie, parce que la Bible même déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont environ 1000 participantes qui prendront part à ce rendez-vous, qui se déroule 6 ans après la première édition. Au menu de cette rencontre, qui va durer 4 jours, prières, conférences et témoignages. L'essentiel du message vraiment de la marraine, et aussi profond qu'il soit, c'est vraiment exhorter les femmes et à s'approprier au fait aujourd'hui de ce que on leur demande. Donc une valeur spirituelle, une valeur morale, une valeur sociale à tous les niveaux. Ce cadre permettra à ces femmes de discuter et d'appréhender leur rôle dans une société en perte de valeur. Sport, football, le tournoi unifié de football organisé par Special Olympics Burkina à l'intention des personnes intellectuellement déficientes s'est ouvert hier. Plus de 17 équipes venues des 13 régions du Burkina prennent part au Maracana qui se tient au stade René Monori. Abdoulaye Kaboré pour le compte-rendu. 17 équipes au lieu de 15 prennent part à ce tournoi unifié de football initié par Special Olympics Burkina. Une compétition dédiée aux handicapés intellectuels. Les oppositions des Maracana battent leur plein sur la pelouse du stade René Monori. Maison d'éveil de Ouaga prend le dessus sur Zignaré 2-0. 2 buts marqués par Fadir Ouedraogo, alias Sibri Alain Traoré. Alain Traoré et autres à qui l'on souhaite les mêmes réalismes du côté de Blida face au Fennec pour un triomphe final. Gawa en blanc se mesurait à Samba. Wargaï croisait les crampons avec Koupela. L'un des plus gros scores est réalisé par Boussé qui étrit Kaya 6-0.
À mi-parcours, la directrice exécutive des Special Olympics Burkina, Annick Pikboum, se dit optimiste quant au succès de la manifestation. Toutes les équipes ont répondu présentes. Et on attendait d'abord 15, puis on s'est retrouvé à 17. C'est vous dire à quel point chaque région voulait être présente à cette première édition qui, je pense en tout cas pour le moment, se passe très bien. Ils sont très contents, tous les athlètes veulent jouer, tout le monde veut marquer. Et quand vous étiez là, vous avez vu. Et je pense que l'ambiance est vraiment de taille. C'est justement dans cet élan d'espoir que Special Olympics Burkina et les déficients intellectuels abordent la fin des oppositions. À l'issue des confrontations, les deux finalistes auront le privilège de livrer l'ultime rencontre cet après-midi. Et puis c'est dès demain dimanche que les étalons vont mettre le cap sur Blida pour le match tant attendu face au Fennec d'Algérie. Le stage au Maroc, quant à lui, prend fin dans de bonnes conditions. Et le moins que l'on puisse dire est que Paul Put et ses poulains sont fin prêts pour le match de barrage retour. L'entraînement du vendredi nous le confirme bien. Témoignage de nos envoyés spéciaux Malik Nikema et Lassina Savadogo. Le stage d'Elger Dida tire vers sa fin. Pendant près d'une semaine, Paul Put et ses poulains ont préparé au mieux la rencontre face à l'Algérie. Au moment où les choses se précisent, le technicien belge a pu inculquer à ses joueurs l'état d'esprit qu'il faudra avoir au stade Moustapha Chaker de Blida et les consignes à respecter pour être au Brésil en été prochain. Ce vendredi après-midi, des spectateurs d'un autre ordre étaient une fois de plus présents au terrain. L'objectif ici est d'offrir les conditions maximales pour une préparation efficiente. Les coups sont de plus en plus durs à l'entraînement, preuve que la pression elle monte et les garçons sont prêts. Depuis qu'on est arrivé ici, ça se prépare bien. Et nous tous on est conscients de la tâche qui nous attend et on va préparer ce match avec beaucoup de sérénité. On sait qu'on va le jouer à fond, c'est comme une finale pour nous et on pense que si on gagne ce match, ça va redonner une santé pour notre pays et bon, on va aller à fond, on va mouiller le maillot on va essayer de se donner au maximum et bon voilà. Et ce qui reste, ça est dans la main de Dieu. Et ce que nous, on croit toujours. Et on a notre chance à jouer ce match. On est bien installé, on s'entraîne bien, on se prépare super bien. Donc voilà, il n'y a pas de conditions négatives pour que ce match débute mal. Après, on sait c'est quoi l'enjeu. Donc voilà, ça motive encore plus. Donc à nous de faire le boulot sur le terrain le jour J. On a 90 minutes d'aller en Coupe du Monde, c'est quelque chose de très grand pour nous. Donc voilà, on va pas se poser de questions. Quel importe l'adversaire qui serait devant nous, ben voilà, on a pour jouer nos cartes à fond et ça va le faire au maximum. Ils savent que le ballon sera rond pour tout le monde pendant les 90 minutes que dureront la rencontre face au Fennec. Au moment où prend fin le stage ici à Alger Dida au Maroc pour Paul Put et ses poulains, tous les voyants sont au vert. Les étalons quittent Alger Dida ce dimanche, débarquement à Blida à partir de ce lundi. Et puis une page triste dans ce journal, c'est un talent qui va nous manquer. L'homme que le monde de la culture pleure aujourd'hui s'appelle Newman à l'état civil Aboubakar Kondombo. Il est décédé ce matin à Ouagadougou. Voilà donc les images que vous voyez à l'écran de Aboubakar Kondombo, dit Newman. Will get a singing the very me yam dambali tigi mataba nam pusi wendo barika netabo. Voilà, un talent qui va nous manquer. Comme je le disais, Aboubakar Kondombo est décédé ce matin à Ouagadougou suite à une intervention chirurgicale. Et l'enterrement vient de prendre fin au cimetière Zakin de Koudougou dans le Boulkemdé. L'artiste était aussi professeur d'anglais au lycée provincial de Koudougou et nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.